Business et la Tribune présentent le 18-19 d'Edwige Chevrillon. Vous êtes bien dans le 18-19 avec encore un face-à-face aujourd'hui. Mon invité, c'est Virginie Calmels, la présidente de Croissance Plus. Bonsoir Virginie. Bonsoir. Merci d'être là et face à vous, avec vous, parce que je pense que finalement vous êtes un peu sur la même longueur d'onde. Stéphane Manigold, le président du groupe Eclore, pardon. Bonsoir. Bonsoir Edwige. Voilà. Beaucoup de questions à vous poser évidemment. On va parler de la croissance qui est toujours là. On a une économie incroyablement résiliente. On va poser une question, ce sera peut-être pour Stéphane Manigold. Est-ce qu'il faut augmenter la TVA et peut-être supprimer le taux de TVA réduit? On en parlera des riches ou toujours plus riches, mais je voudrais évidemment qu'on commence par ce qui s'est passé hier soir et ce qui va se passer dans les prochains jours. PLFSS, donc c'est une victoire quand même pour Sébastien Lecornu. Vous l'auriez voté ou pas, Virginie Calmels? Vous qui avez été quand même dans une précédente vie, vous avez été LR. Oui, enfin, je suis surtout une femme d'entreprise qui a toujours voulu défendre l'économie de notre pays. Donc, que j'ai une casquette politique ou pas, aujourd'hui, à la tête de Croissance Plus, je défends les entrepreneurs qui, comme moi, tous les jours prennent des risques dans leur entreprise. Oui. Et nous, ce qu'on veut, c'est une France qui se redresse. Et pour qu'elle se redresse, il ne faut pas qu'elle continue à penser qu'elle va vivre à crédit sur les générations futures. Donc, dans ce PLFSS, il y avait quand même un éléphant dans la pièce qui s'appelle la réforme des retraites, qui était quelque chose qui était nécessaire pour notre pays. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que l'âge pivot était nécessaire. Moi, je suis pour la liberté et je pense que ça aurait été bien qu'on ait une loi sur les retraites qui permette à chacun de déterminer son âge de départ et d'avoir des décotes éventuelles si on n'a pas atteint le 100%. Mais revenir en arrière sur cette réforme est pour moi une erreur. Donc, je n'aurais pas voté en faveur de cette suspension, abrogation. Décalage, vous voulez dire. Oui. Après, sur le reste, de toute façon, malheureusement, vu la composition de l'Assemblée nationale, et on le sait, entre la peste et le choléra, entre l'instabilité totale, et de l'autre, un PLFSS qui est pas bon, je dis juste que, non, honnêtement, j'aurais été gênée de faire partie de ceux... Non, je pense que j'aurais voté contre, mais une fois encore, je n'étais pas en situation, mais je pense qu'il y a des fondamentaux sur lesquels on n'a pas le droit de revenir quand on est soi-même quelqu'un on défend la baisse de la dépense publique. Je pense que c'est très compliqué même pour les Français de voir des gens qui ont soutenu Madame Borne la première, qui a porté une réforme à bout de bras pour finalement l'abandonner le lendemain. Je crois que la parole politique a beaucoup perdu dans cette affaire et l'avenir de notre pays. Voilà. Stéphane Manigold, vous, qu'est-ce que vous auriez fait? J'imagine que vous n'êtes pas très très éloigné de la position de Virginie Calmels. Non, c'est un vote de lâcheté qu'on a assisté hier, lâcheté pour les intérêts de la France, contre les intérêts de la France. Pourquoi ? Parce que la lâcheté, c'était de soigner une espèce de crise politique que les partis ont mis dans cette Assemblée nationale, où chacun a absolument voulu tirer la couverture à soi-même. Du reste, je note que tous celles et ceux qui ont fanfaronné en disant « mon amendement est passé », les groupes RN, les gens ne fanfaronnent pas hier, j'étais sur BFM TV pendant 2 heures, 3 heures. Je parle du mauvais spectacle que nous avons obtenu. Ah oui, avant. Oui, d'accord. Avant. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez quand même un nombre important de partis, de députés qui disaient « mais moi, mon amendement, il a été voté, regardez, c'est super ». C'est même qui expliquent qu'ils n'ont pas voté ou qui ont voté le budget. Enfin, on était dans une espèce de cacophonie totale. Une lâcheté, pourquoi ? Parce qu'on n'a pas réglé le problème de l'hôpital. On n'a pas réglé le problème des arrêts maladie qui sont quand même un peu plus de milliards pour l'hôpital. Oui, d'accord, 17 milliards de dettes supplémentaires. Je ne sais pas si on peut considérer que c'est une bonne nouvelle pour la France au regard de la situation économique des entreprises. Même 24 si on en croit les économies des finances ce matin. Si vous voulez, ce budget, au fond, c'est une mauvaise nouvelle pour 30 millions d'actifs. Parce qu'une fois de plus, la solidarité, la France repose sur celles et ceux qui tiennent déjà ce pays à bout de bras. Les actifs, ceux qui travaillent, les chefs d'entreprise, les artisans. Et vous savez quoi ? En fait, les artisans, les patrons de PME, les patrons de TPE, ils sont au bout là. On n'en veut plus. Eux, ils votent parce que de toute façon, ça change rien pour eux. Les problèmes de trésorerie, c'est pas leur problème. Ils savent pas ce que c'est. 17 milliards. N'importe quel patron d'une société cotée arriverait dans son conseil d'administration en expliquant qu'il va voter un budget avec 17 milliards de pertes supplémentaires, se ferait débarquer séance tenante. Et là, vous avez des parlementaires. C'est pas leur argent. C'est l'argent des Français. Et certains sont contents. Est-ce que vous seriez d'accord avec ces économistes qui ont signé une tribune chez nos confrères des Échos qui disaient en fait c'est le budget le plus gérontocratique? Oui, j'aime bien ce mot parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait on a au fond
par lâcheté, comme vient très bien de le dire Stéphane Manigold. D'une certaine façon, on sent bien qu'il y a une classe politique qui ne veut pas s'attaquer à un électorat qui est celui des gens ceux qui votent, quoi. âgés, voilà, ceux qui votent, et notamment parfois pour les LR, ceux qui votent plus à droite. En tout cas, en obérant les chances des jeunes d'avoir des perspectives. Et là encore, je pense qu'on a besoin de faire de la pédagogie. Il faut que les jeunes comprennent qu'aujourd'hui, ils ne cotisent pas pour eux-mêmes, ils cotisent pour ces personnes-là qui prennent leur retraite maintenant ou plus tard. Et c'était pas absurde quand même à un moment donné de stopper, de geler le barème, de tenir compte que de l'inflation et notamment au-delà d'un certain niveau de retraite. Et là, on voit bien qu'au fond, il y a eu une très grande lâcheté, c'est le mot, et c'est gérontocratique. Et ça moi, je pense qu'un pays qui ne pense pas à sa jeunesse, c'est un pays qui recule. Voilà. Le budget, comme l'a reconnu le Premier ministre, le budget de l'État, cette fois-ci, certains disent qu'un compromis est possible. C'est presque les gens de gauche du Parti socialiste qui disent ça, mais avec beaucoup de points d'interrogation parce qu'ils partent de positions très opposées, notamment sur la fiscalité. Le pire reste à venir, non? En fait, c'était juste une partie de plaisir ce qui s'est passé hier soir. En tout cas, oui, pardon. Stéphane. Écoutez, Manigold. Chaque année, j'entends des premiers ministres ou des ministres de l'économie expliquer que c'est pas le budget parfait. Résultat, 3 300 milliards de dettes. On n'est plus dans la perfection, là. On est dans l'amateurisme total. On a une partie de cette classe politique qui sont de parfaits incompétents en économie. Ah oui, ils sont parfaitement incompétents. Et d'ailleurs, j'ai observé une vidéo, une interview que vous avez menée avec le président de la commission. Monsieur Coquerel. Mais on est aux abysses de ce qui se fait de la notion économique. Je crois que il faudrait presque leur rédiger macroéconomique, mais l'entreprise, la microéconomie. C'était effrayant. Ils confondaient le chiffre d'affaires, le résultat net, la valorisation, le salaire. Non, mais c'est pas le seul. Moi, je ne veux pas le cibler lui personnellement, parce qu'au moins lui il travaille pour le coup. Honnêtement, pour le coup, il bosse ses dossiers. Honnêtement, je suis pas d'accord politiquement avec lui, mais au moins il bosse ses dossiers. Mais quand on entend, y compris Olivier Faure, qui tient des propos. Mais je mets à main coupée qu'il n'a aucune connaissance en économie. C'est quelqu'un qui ne... Non, il récite, mais je pense qu'il a... Enfin, l'ensemble du personnel politique, à gauche comme à droite... Bien sûr, mais ce qui est effrayant, c'est que nous sommes dans une situation problématique et qu'on continue à faire n'importe quoi. On continue à aggraver des déficits. On ne règle pas les problèmes de l'assurance maladie. On ne règle pas des abus. Pardon, une assurance. Moi, je suis très fier que l'État protège celles et ceux qui ont des besoins. Mais celles et ceux qui ont des besoins, pas celles et ceux qui ont choisi. Je suis très fier que l'assurance chômage protège lorsqu'il y a une casse dans une entreprise, lorsque la maladie frappe. C'est normal, c'est l'honneur de la France. Mais l'honneur de la France, c'est pas de protéger celui qui a choisi pendant un an d'être au chômage et de rien faire. L'honneur de la France, ce n'est pas de protéger celui qui choisit d'être malade. Enfin, semaine dernière, je termine là-dessus. Il y a 10 jours, nous avons un milliardaire italien qui s'est perdu à Paris. Il a fait 3 de mes établissements. Il a super bien dépensé, amateur de vin, formidable. Que fait une des sommaires de mon groupe? Elle se dit, je vais me mettre en arrêt maladie. Elle a décidé de se mettre en arrêt maladie. Elle a pendant une semaine travaillé à côté, aux blagues, payé aux blagues. Voilà la France qu'on protège. Moi, cette France-là, je n'en veux pas. Pourquoi? Parce que cette France-là va massacrer le modèle social français. Est-ce que vous allez aussi loin que ça, Virginie Calmas, vous qui êtes chef d'entreprise aussi, et notamment vous formez des jeunes? Bien sûr. Non, mais de la même façon, je constate de la même façon que Stéphane Manigold que malheureusement, il y a la loi et puis il y a aussi les abuseurs du système. Et qu'à un moment donné... Malheureusement, on a l'impression qu'on légifère toujours pour l'exception ou pour le fraudeur et en embêtant ceux qui sont d'honnêtes citoyens, qui ont envie de travailler, qui ont envie, nous on est très attachés chez Croissance Plus au partage de la valeur, on a envie que nos salariés, au contraire, puissent profiter aussi des bénéfices d'une entreprise. On voudrait pouvoir, vous voyez, sur le pacte du train, nous on voudrait l'élargir à la transmission aux salariés. Enfin, il y a plein de choses à faire pour que nos salariés et nous en tant que représentants du monde patronal, on représente les 21 millions d'actifs dans nos boîtes, mais c'est vrai qu'il y a quand même des abus, c'est vrai que... Est-ce qu'il n'y a pas eu des abus un peu dans tous les sens? Je ne vais pas me faire des amis. Sur les indemnités chômage, c'est vrai qu'il y a un moment donné, c'est un vrai sujet, on le sait. Mais sur les arrêts maladie, les ruptures conventionnelles, qui ont été quand même instaurées pour justement éviter qu'il y ait trop de prud'hommes, eh bien,
c'est un outil formidable pour les entreprises qui l'ont utilisé et réutilisé. J'ai eu plutôt pour les salariés qui veulent les deux. veulent plus démissionner. Hein. Oui. Vous n'avez plus un salarié qui démissionne. Mais les chefs d'entreprise en demandant une rupture conventionnelle. Les chefs d'entreprise reconnaissent que ça les aide quand il y a un cas un peu difficile qui veulent se séparer. Pourquoi ça les aide? C'est une manière de virer quelqu'un. Parce que la justice prud'homale, c'est presque une justice de copains. Il faut être honnête, c'est la vérité. On a tous peur d'aller au prud'homme, que ce soit. Pourquoi? Parce que le salarié, vous ne trouverez pas dans un conseil des prud'hommes un salarié qui se prend l'article 700. Ça n'existe pas, c'est dogmatique, c'est ancré. Article 700, c'est une condamnation. Un salarié, c'est une condamnation pour les frais de justice engagés par l'entreprise. Vous n'avez pas eu, c'est anormal. Mais pardon, c'est anormal. Les ruptures conventionnelles, franchement, c'est aussi. Mais vous n'avez pas le choix. Je connais plein de chefs d'entreprise qui ont recours. Mais moi, je le fais. Je viens d'en faire, malheureusement. Sur 15 départs, 14 ruptures conventionnelles. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'au fond, si vous ne le faites pas, ils vous attaquent au prud'homme. Ça va coûter beaucoup plus cher au prud'homme. Donc en fait, vous le faites parce que vous savez que derrière, il va gagner au loto s'il va au prud'homme. Parce que vous êtes dans un monde où. On va dire que c'est dans la restauration, on va rappeler. Non, mais pas que la restauration. Non, pas que, mais bon. Mais vous êtes dans un monde où 60% de la richesse nationale collectée par les actifs et les entreprises est redistribuée dans le social. Voilà le cancer de la France. Non, mais c'est vrai qu'il faut que le travail paye plus et il faut aussi que les conditions de séparation entre l'employeur et l'employé se fassent de façon juste. C'était une bonne initiative, cette rupture conventionnelle. Elle a été dévoyée. Mais des deux côtés. Une fois encore, il y a beaucoup de gens qui démissionnent pour aller soit faire une formation, soit faire le tour du monde, soit faire autre chose et qui exigent une rupture conventionnelle. C'est comme la question, pardon, j'avance. J'ai beaucoup de questions à vous poser sur le pacte du travail. On se rend compte que finalement, ça ne coûte pas 400, 500, ça coûte 4-5 milliards. Pourquoi? Parce que dedans, il y a encore des abus. Donc, on va avoir une restriction sur le crédit impôt recherche, sur le pacte du travail. Donc, c'est quand même pour un ou deux abus, dommage. Et encore ce qu'on appelle abus, c'est confusion peut-être entre les biens professionnels, les biens professionnels, mais là encore, mais l'arsenal juridique français permet d'aller traquer les ABS, d'aller. Donc, c'est une fausse raison avancé. Moi, je le dis, je trouve que le rapport de la Cour des comptes, il fait un peu le projet socialiste de 2027. C'est quand même très politique. J'aimerais bien qu'on entende la Cour des comptes sur la baisse de la dépense publique, sur l'efficacité de la dépense. Attendez, on peut dire que Pierre Moscovici le fait. Sur le pacte Dutreil, on regarde évidemment ce que ça a pu coûter sur certaines très grosses transmissions et ça touche très peu de personnes, mais on oublie de dire qu'on va avoir des ETI qui vont changer de main et que s'il n'y avait pas de pacte Dutreil, on perdrait ces entreprises parce qu'elles se vendraient à des investisseurs étrangers. Guillaume Enzo a fait, que je recevais hier, donc il a sorti une note très intéressante, vraiment qu'il faut lire pour Terra Nova, qui conclut du reste un des points positifs, un des points qui dit qu'il faut mettre en avant, c'est la hausse de la TVA. Donc ça, je vous poserai la question évidemment tout à l'heure. Lui dit que, en fait, avec le pacte Dutreil, vous avez que 46% des ETI qui sont vendus, mais sans pacte Dutreil, c'est 50%. Donc, vous voyez que la différence n'est pas si énorme que ça. Je le mets sous son... Voilà, déjà, nous sommes dans un marché mondial, mais au-delà du monde, on va prendre juste l'Europe. Vous avez l'Espagne qui a des dispositifs bien plus intéressants. Nos amis italiens, l'Italie, c'est pas l'autre bout de la planète. Nous avons une frontière avec l'Italie, donc enfin une frontière virtuelle. Eh bien, en Italie, vous avez zéro taxation. Ouais. Donc, je veux dire, le monde entier fait venir des milliardaires, nous on les fait fuir. On est quand même et au-delà des milliardaires, les artisans, les boulangers, les bouchers, les charcutiers, l'artisanat qui se fait massacrer. Pardon, sans le pacte Dutreil, personne ne reprend. Vous n'avez pas envie de coller de la dette à vos gamins quand vous travaillez 7 jours sur 7. Est-ce que vous avez lu l'interview que je recommande, là aussi, réalisée par François-Olivier Gisbert avec Nicolas Sarkozy dans Le Point à propos de la sortie de son livre « Journal d'un prisonnier ». Il parle, l'ancien président de la République, il parle vraiment d'un climat pré-révolutionnaire. Il dit, si on observe l'histoire, on peut se dire que nous sommes à la veille de ce qu'on peut appeler un changement de régime. Donc, il dit quand même qu'on est vraiment à un moment extrêmement difficile au regard de notre histoire. Est-ce que vous diriez ça, Virginie Calmette? Je crois que est-ce qu'on est à un moment
vraiment difficile, dur pour notre pays. Alors je crois que déjà il y a un climat anxiogène que vraiment là on partage très largement, qui à tort ou à raison il est là. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce d'accumulation depuis le Covid au fond, la guerre en Ukraine, la France qui avec une dissolution totalement ratée et du coup l'impression qu'il n'y a plus réellement de pilote dans l'avion et que on n'a pas de clarté politique, avec la France qui devient un pays en instabilité politique, ce qui est quand même quelque chose de très nouveau. Oui, moi je partage son constat. Je pense qu'on est arrivé à un stade où on sent bien d'abord les extrêmes qui sont très hauts. Ouais. Ça dit quelque chose de notre pays et d'un basculement d'ailleurs, et c'est pour ça que je pense que c'est anxiogène, c'est que personne ne sait très bien d'où va venir la lumière et de quel côté va tomber la pièce. Est-ce qu'on peut dire que le patronat est en train de virer à droite, voire à extrême droite? C'est une question pour moi. Pour vous deux. Honnêtement, je ne dirais Manigold. pas ça. Moi, je défends des entrepreneurs où, franchement, chez les entrepreneurs, je pense que l'échiquier politique est représenté dans sa totalité. D'accord. Stéphane Manigold, vous, restauration, je pense que... Je ne suis pas un politique, donc faire des constats, c'est une chose. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les solutions. Ouais. Et les solutions, j'en ai rédigé il n'y a pas très longtemps, en tout cas une proposition dans le Figaro, un article sur, au fond, sur les 1100 milliards de dépenses sociales, donc 60% du budget. Moi, je propose de tailler 360 milliards. Donc un tiers de ce budget. Et sur ces 360 milliards, je prends les 30 millions d'actifs, et je leur donne 1 000 € tous les mois. C'est-à-dire que celui qui gagne 1 500 € par mois, il va passer à 2 500, celui qui en gagne... Et comment vous le financez ? Je supprime 360 milliards d'aides. C'est quoi, vous supprimez ? Les aides aux entreprises, la quasi-totalité des aides aux entreprises, je les supprime. Je supprime l'assurance chômage. Y compris la TVA à taux réduit qui bénéficie à votre secteur. Non seulement je la supprime, mais en plus je l'augmente parce que je rappelle que la TVA, ça veut dire taxe sur la valeur ajoutée, je l'augmente à tous ceux qui n'ont pas de valeur ajoutée. C'est-à-dire que celui qui prend une barquette, qui la fout dans un micro-ondes, il n'a pas de valeur ajoutée, il doit passer à 20%. Et sinon, rapidement, donc, sur les 300 milliards, je redistribue à 100% des actifs, donc les 30 millions d'actifs, 1 000 € tous les mois, c'est-à-dire l'artisan qui aujourd'hui n'arrive pas à se payer, le salarié au SMIC qui va passer 1 400 à 2 400, par contre le jour où il tombe au chômage, il aura ces 1 000 €. Ça s'appelle le revenu du travail universel. C'est très simple à mettre en place et on responsabilise en fait les Français et les actifs. Et on redonne du pouvoir d'achat et on redonne... Benoît Hamon, il ne faisait pas la suppression que Stéphane Manigold... Non, il n'y a pas les 350 milliards. Et puis lui, il parlait d'un revenu universel. Oui, un revenu universel. C'est du travail, c'est pas la même chose. Pas la même chose. Dire qu'on veut augmenter les salaires, je pense qu'aujourd'hui, le patronat dans son ensemble est d'accord. Il y a suppression des aides, on en a ras-le-bol de nous faire croire qu'on est sous perfusion. Ce n'est pas ce que l'on veut. On veut juste être compétitif. Moi, je redonne le pognon par rapport aux charges et par rapport à l'IS. Si on nous a baissé les charges, mécaniquement, les résultats nets des salariés... je crois qu'on ne se rend pas compte de l'impact que ça provoque. 360 milliards injectés dans l'économie et plus l'assistanat. 360 milliards remis dans la poche de 30... Imaginez, vous, Edwige, vous allez gagner 1 000 € par mois de plus. Imaginez, ça change votre vie. Et vous êtes en couple, ça fait 2 000 € par mois. Imaginez un couple d'enseignants en province qui gagne 2 200 € chacun. Au lieu de 4 400, il faut gagner 6 400. C'est pas la même chose. Et il nous reste 2 minutes, je suis désolée, ça passe très vite. Il faut dire qu'il y a plein de questions. Vous avez vu cette enquête? Alors, il y a effectivement l'enquête de Thomas Piketty, mais il y a l'enquête de l'INSEE qui dit que les riches, en fait, sont toujours plus riches. Je ne sais pas si vous avez lu. En France, le grand écart des patrimoines a été donc mis en évidence par l'INSEE. En 2024, les 10% des Français les plus fortunés détenaient près de la moitié de la masse totale du patrimoine brut dans notre pays. Ça vous choque, ça Non, mais moi, je pense que ça devrait nous inspirer, au contraire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans la même logique que Stéphane Manigold voudrait, et je suis d'accord qu'on augmente les salaires nets des salariés, des gens qui bossent, qu'ils aient un meilleur rendement de leur travail, de la même façon, il faut se demander comment les riches deviennent plus riches. Vous voyez, par exemple, il y a le sujet de la capitalisation. C'est-à-dire qu'on a tout le débat sur les retraites à vouloir soi-disant défendre un système qui est à bout de souffle, qui s'appelle la répartition, c'est-à-dire que les jeunes payent pour les vieux, ils n'ont pas cotisé pour eux-mêmes. Mais si on avait fait de la capitalisation, on aurait enrichi considérablement tous les Français et pas que les plus riches. Donc il faut comprendre quels sont les mécanismes qui font que les riches deviennent plus riches. Quand vous prenez plus de risques, et mécaniquement quand vous êtes plus riche, vous pouvez vous offrir davantage de risques sur votre épargne, sur vos placements, vous replacer dans l'outil de travail. Et tout ça fait boule de neige. Donc au lieu de stigmatiser les riches et de les montrer du doigt, on ferait mieux d'expliquer aux millions de Français qui sont moins riches comment ils pourraient bénéficier de capitalisation pour gagner plus,
Si l'État était mieux géré, on écraserait les charges et leur salaire net augmenterait. Comment ils pourraient, au lieu de thésauriser dans l'assurance vie, parce qu'ils ont peur du lendemain, et à juste titre, et on les comprend, investir davantage dans l'économie et du coup avoir des meilleurs rendements. Vous voyez, il y a votre réponse, Stéphane Manigal ? Est-ce que c'est quand même une telle inégalité ? Est-ce que vous comprenez que c'est plus... On est le pays le plus redistributif. Oui, enfin, il y a quand même des écarts. Si des économistes de la trempe de M. Piketty avaient créé des entreprises payées de la TVA, de l'URSSAF, etc., et qui viennent nous expliquer comment nous... Oui. Non mais attends, c'est la théorie de l'économie, moi ça commence à me... passer au-dessus du carafon, je vous le dis comme je le pense. J'en ai un peu assez de ces économistes en carton qui n'ont jamais créé quoi que ce soit, si ce n'est d'abattre des arbres pour créer des théories qui n'ont jamais marché, qui ont conduit tous les pays du monde à la ruine. Donc, à un moment, moi, les économistes, j'ai pas envie de les écouter. J'ai envie d'écouter les chefs d'entreprise, ceux qui créent, ceux qui travaillent, ceux qui investissent, ceux qui prennent des risques. Pas ceux qui écrivent des bouquins et qui, au nom d'une espèce de gauche bien pensée... Oui, mais j'ai créé un autre bouquin. Ça n'a rien à voir avec une espèce d'économie de la théorie. Votre vie, justement, parce que vous venez des plus pauvres et puis vous finissez chez les plus riches. Du côté des plus riches. Oui, mais je ne l'oublie pas, chère Edwige. Mais quand c'est pour ça que la mesure que je propose, 1 000 euros par mois de revenus du travail universel, croyez-moi, on va changer le monde et l'économie va bien fonctionner. Et on ne dira pas aux gens, arrêtez d'acheter chez Chine, vous pourrez aller acheter vos vêtements français, vous pourrez manger français. Donc c'est lui qui va faire de la politique et vous qui allez à l'entreprise. Voilà, comme ça vos chemins se croisent finalement. Moi j'ai fait 30 ans dans l'entreprise. Ça m'a bien de leur tirer les oreilles. Et notamment à la télévision. Tiens, vous voudrez écouter l'audition de Delphine Ernotte tout à l'heure, la présidente de France Télévisions, ça valait son pesant de cacahuètes. Merci beaucoup Virginie Calmette. Merci beaucoup Stéphane Manigal. Merci, à bientôt. À bientôt. Et vive la France, vive nos terroirs. Absolument.